Bonjour, vous regardez France 24, bienvenue, c'est l'heure de l'entretien. La mauvaise passe que traverse le constructeur automobile français PSA est synonyme de plan social ou de délocalisation. En fait, toujours la même problématique qui tourne autour du coût du travail et de la plus ou moins grande vigueur de la demande dans un pays comme la France. Pour parler de ces questions qui touchent aussi bien la stratégie de développement industriel que le devenir social de ceux qui la font vivre, nous avons invité Éric Saint-Frison, qui est consultant automobile. Merci, Monsieur Saint-Frison, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'industrie française automobile a-t-elle tant de mal à dégager des marges, des bénéfices ? Pour une raison structurelle, pas tellement conjoncturelle. L'automobile française est dépendante d'un marché de petites voitures. Les Français consomment, comme la plupart des pays d'Europe d'ailleurs, de la petite voiture urbaine principalement, ou de la petite voiture familiale. Or, ces voitures ont un prix de vente maximum qui ne peut pas dépasser 20 000 euros. Et d'ailleurs, en France, le prix moyen d'une voiture est inférieur à 20 000 euros. Et les coûts de fabrication de ces voitures qui ne se vendent pas très cher sont élevés. Donc, l'équation économique, mais c'est valable pour les constructeurs français ou pour tous les constructeurs d'ailleurs, l'équation économique qui consiste à fabriquer des voitures qui coûtent cher à construire et qu'on ne peut pas vendre très cher, ne peut pas libérer énormément de marge brute à la fin. Alors, comment se fait-il qu'en 3 ans, l'industrie américaine, elle, ait retrouvé sa superbe, j'allais dire, parce qu'en 2008, c'était la catastrophe. Et aujourd'hui, on dit, regardez comment ils se sont redressés. Pour plein de raisons. La première, c'est que les volumes du marché américain, qui étaient tombés très bas au moment de la crise des subprimes, sont remontés aujourd'hui à des niveaux importants, alors qu'en Europe, le marché va dans l'autre sens en ce moment. Donc on connaît aujourd'hui globalement ce que les Américains ont connu en 2009, avec un peu de retard. La deuxième, c'est que les véhicules américains consommés par les Américains ne sont pas des petites voitures. Ce sont plutôt des grosses voitures, des gros pick-up, des gros 4x4 et beaucoup de voitures allemandes. Donc l'industrie automobile américaine a bénéficié d'un rebond en volume et en qualité de produits vendus. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation, par exemple, des bonus concernant les voitures électriques ou hybrides ? Est-ce que c'est avec ce genre de choses que l'on peut aider l'industrie française ? Alors, sur le plan purement recherche et développement et vision à terme, ça ne peut être qu'une bonne chose que la France investisse via ses constructeurs dans des technologies qui permettront de trouver une alternative au tout pétrole que nous connaissons aujourd'hui. Alors, est-ce que l'avenir sera électrique ou hybride ? Je ne peux pas y répondre. On peut se poser la question pour l'hybride. J'ai des vrais doutes pour l'électricité, puisque si cette électricité provient du pétrole ou du charbon, c'est une énergie qui n'est pas propre. Donc on peut en débattre un moment et ce n'est pas le sujet. Donc l'idée d'envoyer un message positif aux entreprises pour faire de la recherche dans ce domaine est un bon message. À l'inverse, est-ce que c'est la solution pour aider les constructeurs français à vendre plus demain matin de voitures et donc à passer cette période difficile ? J'ai un vrai doute, puisque les volumes de vente de ces véhicules aujourd'hui en France sont marginaux. Pour l'information, 2200 voitures électriques vendues au premier semestre en France, oui. 2200, environ 10 000 voitures hybrides, sur un marché qui a fait 1 40 000, 1 50 000 en 6 mois. Donc, une proportion très faible. Est-ce que même si ces volumes se doublaient ou triplaient, cela impacterait l'industrie en général ? La réponse est non. Alors, comment se fait-il ? Qu'est-ce que paye PSA aujourd'hui, en quelque sorte ? Le fait d'avoir voulu maintenir ses sites en France, parce qu'on sait que Renault, par exemple, a travaillé en Roumanie, a fait travailler en Roumanie, et PSA a dit, finalement, on reste, on garde nos sites en France. C'est ça, aujourd'hui, qui les met dans l'embarras ? PSA paye de manière très claire un ancrage national et ouest-européen très fort. PSA est un constructeur qui est très dépendant du marché tricolore français et très dépendant du marché ouest-européen, qui n'a pas voulu, sans doute, comme l'a dit le président Varin, déplacer des productions, et la famille Peugeot d'ailleurs, déplacer des productions vers des sources moins chères il y a quelques années, et c'est tout à fait respectable, mais qui paye aussi peut-être un peu moins d'ambition que d'autres sur les marchés émergents qui sont aujourd'hui les marchés générateurs de croissance. Quand on parle de la crise automobile en France, on oublie de dire qu'en même temps, l'automobile mondiale va très bien. Que c'est un marché qui est en croissance de 2 chiffres quasiment tous les ans, grâce à l'Asie, la Chine en particulier, le Brésil en Amérique latine, plus d'autres pays dont on parle peu, comme l'Indonésie, voire la Thaïlande, ou même le Mexique. Donc l'ensemble de cette croissance globale, il y a certains constructeurs qui ont su en profiter,
d'autres pas. C'est un peu le cas de PSA. L'attitude du gouvernement donc, vis-à-vis de PSA, on sait qu'on sort d'une élection, on sort aussi de ce qui a servi de creuset idéologique au nouveau président. L'attitude de ce gouvernement vis-à-vis de la problématique PSA est-elle, à votre goût, trop teintée d'idéologie ou bien est-ce qu'elle a une approche plutôt pragmatique vis-à-vis du problème de PSA ? C'est difficile comme question parce que ça requiert de rentrer sur un terrain que je n'aime pas, qui est le terrain politique. Donc je vais le ramener, si vous me permettez, sur un terrain purement économique. Si la volonté du gouvernement est de faire en sorte que les constructeurs français soient plus forts demain, alors il faut les aider à être plus forts via l'innovation, l'investissement, la recherche et le développement, ce qui semble être le cas. Mais il faut aussi les aider à passer le cap d'aujourd'hui. Et pour passer le cap d'aujourd'hui, il faut faciliter la consommation. Cette consommation qui fera tourner les usines à court terme, les usines des constructeurs, les usines des sous-traitants, et puis tout l'aval, c'est-à-dire la distribution, la réparation, tout le commerce qui est fait autour de l'automobile. Donc c'est une politique de relance que vous nous décrivez là. Ce volet-là, il manque. Alors en fait, la première partie semble être adressée par le plan annoncé par M. Montebourg aujourd'hui. La deuxième partie m'échappe totalement. Je ne vois pas ce qui, dans le plan, va permettre une vraie relance de la consommation. Ça va sans doute animer un peu les ventes de petites voitures bonusées, mais est-ce que ça va provoquer un véritable élan consommateur ? J'ai un véritable doute. Globalement, en France, l'industrie automobile en difficulté, ou quand elle était en difficulté, quel est son impact général sur la société française, en termes d'emploi, par exemple, de consommation, etc. Le chiffre peut-être le plus parlant, c'est celui qui positionne l'emploi automobile dans l'emploi global en France. Certains experts, alors on peut en débattre, est-ce que c'est un demi-point de plus, de moins, c'est pas très important. Globalement, l'emploi automobile en France, c'est 10% de l'emploi. C'est-à-dire qu'un Français sur 10 travaille pour l'automobile. Directement ou indirectement ? Directement ou indirectement. En amont, chez les sous-traitants, chez les fournisseurs, chez les gens qui fabriquent des pneus, des plaquettes de frein, des tableaux de bord. Et il y a plein de sociétés françaises très compétentes dans ce domaine, des pare-brises. Dans la construction automobile elle-même, que ce soit dans les usines ou dans les bureaux d'études, ou dans les parties commerciales ou marketing, et puis en aval, dans la partie vente, réparation, maintenance et tous les services adjacents que sont les assurances, les garantisseurs, les assisteurs, tout ce qui peut travailler autour. C'est un Français sur 10. Donc c'est un secteur qu'on ne peut pas traiter comme un autre. Il est dominant dans notre économie, il est dominant dans les économies de certains pays comme l'Allemagne et la France, pas dans toutes les économies. Il faut donc y faire extrêmement attention. Est-ce que la délocalisation est la panacée universelle ? Je ne sais pas si c'est la panacée universelle. Je sais que si vous voulez vendre des voitures à 10, 12, 14 ou 15 000 euros que les gens puissent acheter, alors il est extrêmement difficile, avec les conditions, les contraintes européennes, c'est-à-dire des standards de qualité, de sécurité, d'environnement très lourds à intégrer, qui coûtent très cher, alors c'est extrêmement difficile de maintenir dans des économies occidentales très contraignantes la production de ce type de véhicule. C'est pas totalement par hasard si le groupe Volkswagen, qui a un environnement qui n'est pas très différent de celui de PSA, avec des nuances et des différences, s'en sort mieux que le groupe français. La principale raison, c'est que leur production est une production de produits de plus haut de gamme, qui se vendent plus cher et qui donc génèrent potentiellement plus de valeur ajoutée pour le groupe Volkswagen. Tout en maintenant justement ce respect, enfin c'est le respect contraignant de normes européennes, par exemple. Absolument, parce que c'est plus facile d'absorber. La norme européenne, c'est la même pour une petite voiture à 12 000 euros ou pour une voiture à 80 000. Les émissions de gaz sont les mêmes, les contraintes sont les mêmes, donc qu'elles soient sécuritaires ou environnementales. Donc la seule différence, c'est que c'est plus facile d'absorber ces normes sur des voitures qui valent cher que sur des voitures qui valent pas cher. J'en reviens à PSA. Comment expliquer d'une année sur l'autre une perte aussi conséquente, j'allais dire énorme? Les crises, on les connaît, elles frappent peut-être pas tout de suite, des fois il y a des répercussions ultérieures, et là on a l'impression que PSA a été littéralement fouetté ou été en l'espace d'un an. 800 millions de profits premier semestre 2011, 800 millions de pertes premier semestre 2012, 1,6 milliard de détérioration, c'est ce qui a été annoncé par le groupe. C'est le résultat de ce qu'on disait tout à l'heure, une extraordinaire dépendance à un marché, le marché français et ouest européen, qui a connu une vraie chute. Donc quand vous perdez 10 ou 15% de votre volume, ce qui est le cas du groupe PSA, à charge constante,
votre facteur économique est totalement détruit. Puisque ce sont des sociétés qui, quand elles vont bien, dégagent quelques pourcents de résultats. Donc quand ça va mal, et que ça va aussi mal en termes de volume parce que le marché se détériore, et que les conditions de commercialisation sont très dures, puisque le marché se détériorant, tout le monde fait des efforts pour vendre, donc vous vendez de moins en moins cher en dégageant de moins en moins de marge par produit. Donc votre équation se détériore à la vitesse de la lumière et tous les constructeurs qui ont eu à vivre ce type de situation ont vu leurs résultats passer de tout en haut à tout en bas. Merci, Monsieur Saint-Frison, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24, en anglais, en français, en arabe, 24 heures sur 24. Vous n'avez donc aucune raison d'aller voir ailleurs. Merci et merci de votre attention.